en situation de viabilité hivernale. Conférence qui va être donnée par M. Gabriel Guimond-Prévost et Claude Caron de l'Université de Sherbrooke. M. Gabriel Guimond-Prévost est candidat à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke au laboratoire de géomatique, faculté d'administration. Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires dans le profil de gestion de l'information et des systèmes à l'Université de Sherbrooke. De plus, il est candidat à la maîtrise en sciences en administration, profil stratégie de l'intelligence d'affaires. Ses intérêts professionnels se tournent vers l'intelligence compétitive et géospatiale, ainsi que vers les tableaux de bord et les indicateurs de performance. C'est avec plaisir qu'il aide ses collègues lorsqu'ils rencontrent des problèmes avec des outils informatiques. Sur le plan professionnel, M. Guimond-Prévost a occupé des postes d'analyste programmeur au sein de l'entreprise Logistec Corporation et d'analyste d'affaires chez Pratt & Whitney Canada dans le cadre de ses stages au cours de son baccalauréat. Ces expériences lui ont permis de développer des capacités d'analyse dans le domaine du développement des systèmes d'information, des aptitudes de programmation dans divers langages informatiques, ainsi qu'une attitude professionnelle. M. Claude Caron est professeur à l'Université de Sherbrooke, faculté d'administration. Il est directeur du laboratoire de géobusiness de cette même université depuis 2002. Il travaille en recherche en intelligence géospatiale et compétitive. Messieurs. Merci beaucoup pour la présentation. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Moi, aujourd'hui, je vous présente le résultat de mes travaux, dans le cadre de ma maîtrise. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est un prototype de tableau de bord géospatial en situation de viabilité hivernale. Tout d'abord, on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est que la viabilité hivernale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est le fruit des efforts de tous les gens qui s'occupent de contrer les dégradations des conditions routières. Ce que je veux dire par là du côté des acteurs, c'est qu'il y a des gens qui font le déneigement des routes, il y a des gens aussi qui déposent du sel sur la route, aussi il y a certains patrouilleurs aussi qui supervisent les travaux de ces gens-là. Et c'est le fruit de ces efforts-là qui permettent que vous, lorsque vous êtes sur le réseau routier, vous êtes en sécurité. Donc, ce qui est ça pour la viabilité hivernale. Le projet dans lequel je suis, c'est un projet de recherche et développement. C'est un projet qui est né de plusieurs études de réflexion qui ont déjà été faites préalablement. Puis aussi, je tiens à vous dire que le projet n'est pas une fin en soi. Vous allez voir plus loin, il y a certaines perspectives futures qu'on y a apportées. Ensuite, le tableau de bord que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle un tableau de bord tactique et opérationnel. Opérationnel dans le sens qu'on analyse les événements lorsqu'ils se passent sur le réseau routier, et tactique dans le sens qu'on peut analyser les événements lorsqu'ils sont passés, donc revenir dans le passé pour analyser les performances. Il y a plusieurs joueurs impliqués dans ce projet-là, dont le ministère des Transports, la direction de la recherche et développement, comme je l'ai dit tantôt, c'est un projet de R&D. Par la suite, il y a Environnement Canada qui a bien voulu nous fournir certaines données météorologiques qu'on avait besoin pour nourrir notre tableau de bord. Ensuite, on a la direction territoriale de l'Estrie et une entreprise privée, Nextstream Technologies. Première chose que je veux vous dire, c'est lorsqu'on fait du monitoring en viabilité hivernale, il y a énormément d'informations à tenir compte. Dans les prochaines diapositives, je vais vous présenter plusieurs de ces informations-là à tenir compte. Vous allez voir, ils vont passer relativement vite. Mon but ici, c'est de vous en montrer quelques-unes. N'allez pas dans les détails, faites juste regarder les données dont je vous parle. Donc, en viabilité hivernale, il est important de suivre les informations sur les prévisions météorologiques plusieurs heures ou plusieurs jours qui suivent. Il faut aussi savoir les conditions météo actuelles qui sont plus précises, mais qui arrivent seulement dans le moment. On a aussi les précipitations observées et prévues pour les prochaines heures. On a aussi la carte vigilance d'Environnement Canada qui nous donne une idée du risque routier selon la région. On a aussi les caméras de surveillance qui nous donnent une idée visuelle de ce que les conditions routières sont. On a aussi certaines opérations qui sont réalisées, dont le grattage, dont l'enlevage de la neige. On a aussi le parcours des déneigeurs. On va savoir où la neige a été enlevée. On veut savoir aussi les opérations d'épandage de sel et d'abrasifs. On va aussi savoir le taux de pose, donc combien de matériaux on pose sur le réseau routier. On va aussi savoir la vitesse du véhicule lors de l'épandage, car ça influe sur la qualité de l'épandage. Vous aussi, lorsque vous circulez sur le réseau routier, ça influe sur l'épandage. On veut aussi connaître les conditions routières qui sont le mix entre la visibilité et l'état de chaussée. Et finalement, il faut gérer aussi les panneaux à messages variables que vous voyez sur la route.
et qui vous donne une idée. Donc, comme vous avez pu le voir dans les dernières diapositives, il y a énormément d'informations à collecter, à analyser et à croiser. Si on ajoute à cela le fait qu'il faut prendre des décisions excessivement rapidement parce qu'on est en situation de crise, on est vraiment en situation problématique qu'il faut régler, la personne responsable du monitoring est vraiment en situation de charge cognitive importante. Elle a énormément de données à traiter et à analyser en même temps pour arriver à un diagnostic très rapide. Donc, les systèmes d'information d'aujourd'hui peuvent nous venir en aide. On peut amener une certaine intelligence au système d'aujourd'hui pour qu'il puisse nous aider et ne pas se ramasser comme le monsieur ici présent qui a 10 écrans à regarder et à analyser en même temps. Voici le plan de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Premièrement, on va voir des exemples de quelques centres de monitoring qui existent présentement. On va déborder un peu de la viabilité hivernale aussi. Ensuite, je vais vous montrer notre preuve de concept. Et ensuite, pour vous démontrer l'utilité de notre preuve de concept, j'ai préparé un petit scénario d'utilisation pour vous illustrer les bénéfices de cette solution-là. Par la suite, on a certains bénéfices qu'on cible avec notre preuve de concept. Et en conclusion, je vais vous montrer quelques perspectives futures, quelques modules qu'on aimerait ajouter à notre preuve de concept pour l'améliorer par la suite. Donc, les centres de monitoring, autant en viabilité hivernale qu'en autres situations, ont un désavantage. Ces centres de monitoring-là manquent de réactivité. C'est-à-dire que la personne responsable du monitoring est obligée elle-même de décider si on est en situation d'urgence ou non. Les centres de monitoring actuellement ne donnent pas cette possibilité-là. C'est vraiment les personnes qui font le monitoring qui sont obligées de décider ou non si on est en situation de crise. Actuellement, au MTQ, ils utilisent ce qu'ils appellent le centre intégré de monitoring que vous voyez à l'écran présentement. C'est sur ce système-là qu'on s'est basé pour faire notre preuve de concept. Et aussi, une autre petite chose que je veux vous démontrer ici, c'est, comme vous voyez en bas, on a 3 représentations cartographiques qui montrent des informations différentes. Et on a 3 fonds cartographiques différents pour le montrer. Ça serait tout à fait possible d'amener ces 3 représentations cartographiques-là en une seule. Je vais vous parler brièvement de l'architecture STI qu'il y a derrière le Centre intégré de monitoring et autres centraux au ministère. C'est divisé pas mal en 3 sections, c'est-à-dire les véhicules, le réseau routier ainsi que les centraux. Premièrement, pour les véhicules, on va chercher de l'information en temps réel sur leur vitesse, leur position. On peut même avoir des informations sur le fait que la pelle qui sert pour le grattage est levée ou baissée. De plus, on a des informations sur la route. On a certains capteurs qui sont mis à des endroits stratégiques sur le réseau pour nous dire, par exemple, la température de la chaussée, ou même il y a des capteurs qui peuvent identifier le nombre de centimètres de neige qu'il y a sur le réseau. Toutes ces informations-là sont mises ensemble et envoyées dans des centraux, comme le Centre intégré de monitoring ou certaines bases de données du ministère. En parlant de bases de données du ministère, je vais vous présenter brièvement le portrait global à quoi ça ressemble là-bas. Actuellement, il y a plusieurs bases de données qui remplissent très bien leur mission respective, mais qui manquent de cohérence globale. Par exemple, on a de la difficulté à faire certaines études longitudinales pour trouver des patterns dans les données, si on veut aller vers le forage de données, par exemple. Je vais vous présenter quelques-unes de ces bases de données-là. En premier, on a le monitoring des véhicules, comme je vous disais tantôt, suivi des véhicules en temps réel, vitesse, position, etc. Par la suite, on a les conditions routières, donc la petite image que je vous ai montrée tantôt avec le code de couleur qui démontre si le réseau est en difficulté ou non. On a aussi des informations sur la gestion des contrats, les prévisions météo, les stations météo, tout ce qui est observation et prévision météorologique. Aussi, on a la gestion des coûts. Donc, comme je vous disais, ce qui est important de savoir, c'est que ces bases de données-là remplissent leurs missions respectives, mais il manque un peu de cohérence globale. Donc, je vous présente notre preuve de concept. Je vais commencer par une brève introduction. Ensuite, je vais vous montrer l'interface comme telle. Nous, on a divisé notre tableau de bord en 2 vues. Premièrement, on a une vue géospatiale qui est basée avec l'API de Google Maps actuellement, et aussi une vue détaillée. Comme vous l'avez entendu dans mon introduction, moi, je suis étudiant en intelligence d'affaires, donc
Cette vue tabulaire représente un peu plus l'intelligence d'affaires, c'est-à-dire qu'on vise beaucoup plus des tableaux ou des graphiques pour représenter l'information plutôt qu'une carte, pour compléter la cartographie. Le but de ça, c'est de combiner l'intelligence d'affaires et l'intelligence géospatiale, car les deux disciplines ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre. Du côté de l'intelligence d'affaires, on a utilisé environ 3 concepts, qui sont les processus d'extraction, de transformation et de chargement des données, pour obtenir les données les plus propres possibles dans notre base de données, pour ensuite que notre application ait les meilleures données possibles pour que les personnes puissent prendre les meilleures décisions. On a aussi les indicateurs de performance qu'on a utilisés pour l'interrogation des gens au ministère, pour aller chercher les informations critiques à aller chercher en viabilité hivernale. Finalement, on a certaines meilleures pratiques des tableaux de bord, car oui, il y a des façons de construire des tableaux de bord et on les a utilisés. Pour l'intelligence géospatiale, on a utilisé pas mal deux concepts qui sont les analyses spatiales, pour faire le lien entre les différents réseaux routiers, et aussi, on a utilisé la cartographie pour représenter notre information. Voici l'interface qui est la vue géospatiale actuelle. Donc, vous voyez le petit carré rouge en haut à gauche. Lorsque vous le voyez, c'est de cette fonctionnalité-là du tableau de bord que je vais vous parler. Je vais commencer avec la fonctionnalité du bouton « Vue par défaut ». L'avantage d'une interface géospatiale comme celle-ci, c'est qu'on peut se promener, on peut faire des zooms. Par contre, on perd un peu la notion d'un tableau de bord qui nous donne en un coup d'œil toute l'information qu'on a besoin. Donc, le bouton « Vue par défaut » nous permet de revoir la vue globale du territoire à couvrir. Donc, c'est un bouton qui est excessivement utile. Aussi, on a la vue des différentes alertes. En plus d'avoir les alertes sous format textuel, on a un bouton zoom qui nous permet d'arriver directement là où l'alerte se trouve sur le réseau routier. Aussi, on a des légendes pour bien déterminer l'information sur la carte et ne pas se tromper entre les couleurs, bien entendu. En haut, on a des boutons qui nous servent à filtrer les données. Ce filtre-là est divisé en 3. On a divisé les données météorologiques, les données liées au réseau routier. Ce qu'on veut dire par là, c'est les conditions routières et les conditions de circulation. Et finalement, on a on a un filtre sur les opérations. Donc là, on va voir les camions qui sont en opération. Par la suite, on a un bouton aussi qui nous permet d'afficher et de désactiver, d'activer et de désactiver les différentes couches d'informations qu'on présente pour chacun des filtres d'informations présentés un peu plus haut. Ce qui permet qu'il n'y ait pas de chevauchement d'informations, donc de perdre de l'information très utile. Dans le bas, vous avez une ligne du temps qui nous permet de revenir sur les événements qui se sont passés. Maintenant, je vous présente la vue tabulaire. La vue tabulaire possède les mêmes filtres d'informations, donc le climat, le réseau routier et les opérations. Ce que je vous présente actuellement, c'est la vue des conditions climatiques. On va commencer avec un graphique qui donne les prévisions météorologiques quelques heures avant l'heure qu'on a sélectionnée ou l'heure actuelle de monitoring. Si on approche notre souris près d'un des points du graphique, on a des informations détaillées, une infobulle qu'on appelle, des informations détaillées sur les précipitations annoncées et les vents. Ensuite, on a des informations sur les conditions météorologiques actuelles, beaucoup plus précises, des différentes stations météo sur le réseau. Ensuite, on a un tableau qui nous présente un sommaire de la météorologie et on a divisé le tableau par prévision et observation. Donc, ça permet à l'utilisateur de voir si les prévisions ont été semblables aux observations qu'on a vues sur le réseau. La dernière fenêtre que je vous montre, c'est une fenêtre des alertes. Comparativement à la vue géospatiale de tout à l'heure, celle-ci permet de gérer les alertes. Vous voyez un champ commentaire qui a été ajouté et un champ niveau d'alerte. On peut gérer les alertes. Vu qu'il y a plusieurs personnes qui font le monitoring, ce serait important qu'il y ait un bon suivi d'informations entre les différentes personnes responsables du monitoring. En bas, on a des boutons qui permettent de gérer le tableau de bord, d'ajouter des fenêtres, d'ajouter même différents filtres de données, ce qui permet de rendre l'application excessivement customisable, excusez-moi l'anglicisme, personnalisable par l'utilisateur. Et finalement, on a la même... c'est fait en drop-down bouton plutôt qu'en slider, mais on peut encore sélectionner la date et l'heure de l'information qu'on a besoin. Dans le tableau de bord, il y a différentes alertes. Puis derrière ça, on a établi plusieurs équations. Donc, je vous en présente quelques-unes. Les équations sont là pour
ajouter de l'intelligence au système, donc aider la personne responsable du monitoring à décider si oui ou non on est en situation d'urgence. Donc, s'il y a une des 5 conditions que vous voyez à l'écran présentement qui est remplie, qu'on voit dans la base de données, ça veut dire que la personne responsable du monitoring est avertie qu'on est en présence de verglas et que ça pourrait être dangereux. Donc, je vous en présente 2 autres rapidement, simplement pour votre information. Je ne vous ai pas listé l'ensemble des alertes qui sont présentes dans notre preuve de concept. Donc, je vous mets maintenant dans la peau d'une personne qui va utiliser notre preuve de concept avec ce petit scénario. Il est 10 heures le matin, on ouvre l'interface, on se rend compte qu'il y a une alerte qui vient d'arriver. Donc, on est maintenant dans la vue tabulaire, que je vous ai montré tout à l'heure. On va aller voir l'alerte dans la fenêtre liste des alertes. On va aller voir et ça nous annonce qu'il y a 13 cm de neige qui sont annoncés en après-midi. Les précipitations sont supposées commencer vers 13 heures. Donc, on peut décider de gérer notre alerte, d'écrire les différentes étapes qu'on a faites pour la gérer. Par exemple, appeler Environnement Canada pour s'assurer que la prévision était bel et bien bonne. Aussi, appeler les patrouilleurs sur le terrain pour qu'ils soient au courant eux aussi. Maintenant, on peut dire que notre alerte est ouverte parce qu'on est au courant que cette alerte-là a été générée. Maintenant, on s'en va dans la vue géospatiale. On est maintenant dans le fil des données du réseau routier, des conditions routières. On voit que la neige n'a pas commencé parce que les conditions routières sont encore très bonnes. On voit qu'on est dans le vert encore. Maintenant, il est 14 heures. Je vous ai mis encore dans la vue géospatiale du suivi du réseau routier. Maintenant, la neige, comme vous vous souvenez tantôt, la neige commence à 13 heures. Il est maintenant 14 heures, la neige a commencé. Et ça paraît, les conditions sont maintenant dégradées. On est maintenant en conditions routières passables. Donc, on veut maintenant voir si les opérateurs sont effectivement sur le terrain en train de s'occuper de cette neige-là. Et effectivement, oui. Maintenant, on est dans la vue des opérations. Puis, vous voyez ici avec le petit point rouge qu'il y a effectivement un véhicule qui est en opération de grattage pour enlever cette neige-là. Donc, on voit que les opérations sont bel et bien en cours. Il est maintenant 18 heures. Il y a une nouvelle alerte qui a été générée. On va aller voir qu'est-ce qui se passe encore une fois. Cette fois-là, je ne vous amène pas dans la vue tabulaire, mais je vous amène dans la vue géospatiale. Vous vous souvenez du bouton Zoom que je vous ai montré tantôt? On va l'utiliser. Donc, on voit qu'il y a un véhicule qui n'est pas en opération. Ça, c'est très important à savoir si tous nos véhicules sont en opération. Puis, il y en a un qui n'est pas en opération depuis 1 heure. Donc, on va vouloir téléphoner à cet opérateur-là pour savoir qu'est-ce qui se passe. On va aller noter ce qu'on fait dans la vue tabulaire, dans la fenêtre de la gestion des alertes. On va aller appeler l'opérateur, l'écrire, puis attendre de ses nouvelles. À 19h, on a des nouvelles de l'opérateur qui nous dit que son camion avait des problèmes techniques et qu'il est maintenant de retour en opération. Donc, on l'écrit dans l'interface et on peut maintenant fermer l'alerte. L'alerte est résolvée finalement. Il est maintenant 23 heures. On voit que les conditions routières sont de retour dans le vert. Ce que j'aimerais vous dire ici aussi, profitez du moment que j'ai l'interface devant moi. Vous voyez que c'est pas tout le réseau qui a été mis dans notre base de données, c'est voulu. C'est un prototype, on n'a pas développé nécessairement toutes les fonctionnalités avec toutes les données qu'on voudrait. Mais on a quand même un exemple avec plusieurs circuits. On va regarder les bénéfices que notre preuve de concept a réussi à atteindre. Premièrement, on a réussi à intégrer plusieurs données des différents systèmes en viabilité hivernale, ce qui nous a permis d'avoir des informations comme, par exemple, prévoir les différentes interventions qui seraient possibles à faire sur le terrain. Par la suite aussi, avec les différents types de vues et les alertes, les personnes responsables du monitoring auraient beaucoup moins de données à gérer. De cette façon-là, la charge cognitive serait beaucoup plus faible. Aussi, lorsqu'on fait du monitoring, ça peut arriver des fois, lorsqu'on n'est pas aidé par un système informatique, ça peut arriver pas qu'on oublie de monitorer, mais qu'on ne suit plus certaines données, surtout lorsqu'il y en a plusieurs. Donc, les alertes permettent de réorienter les efforts des gens responsables du monitoring. Par la suite, notre interface est excessivement simple, excessivement conviviale. Actuellement, c'est l'API de Google qui est là, mais le développement a été fait avec OpenLayers, qui permettent d'afficher d'autres couches d'informations si on le désire. Par exemple, on pourrait changer l'API de Google par celle de Bing, ou même, si on voudrait pousser encore plus loin, on pourrait même aller jusqu'à des orthophotos faits par Environnement Canada. Donc, c'était très important que l'interface soit simple, parce que ce n'est pas des gens qui sont géomaticiens qui vont utiliser le système. Finalement, dernier bénéfice,
La complexité du système a été masquée. Toutes les équations que je vous ai montrées tantôt, oui, ils sont dans le système, mais la seule chose que la personne responsable du monitoring voit, c'est le résultat de l'alerte et non pas toute la mécanique derrière. Je vais conclure avec certaines perspectives, des modules qu'on désire ajouter à notre interface, auxquels on a déjà pensé, mais qui ne sont pas encore développés. Premièrement, on aimerait qu'il y ait un lien entre les alertes puis le fait que l'interface bouge d'elle-même. Ce que je veux dire par là, vous vous souvenez tantôt de l'alerte sur l'opérateur qui n'était pas en opération. Ça serait intéressant que même si la personne responsable du monitoring suit des informations sur le climat, ça pourrait être très intéressant que lorsque l'alerte se génère, de voir automatiquement le tableau de bord se transformer et sans que l'utilisateur ait appuyé sur le bouton Zoom, que l'interface le fasse pour lui. Ça pourrait être quelque chose de très intéressant, puis quelque chose d'encore plus intuitif, puis rendre l'interface encore plus simple. Par la suite, on pourrait aussi envoyer les différentes alertes générées par la preuve de concept. On pourrait les envoyer directement via téléphone cellulaire, courriel, peu importe, aux intervenants. Donc, l'opérateur qui n'était pas en opération aurait pu tout de suite avoir l'alerte sur son téléphone portatif. Donc, ça sauve du temps aux gens responsables du monitoring. Par la suite, aussi, on pourrait intégrer d'autres données connexes. Je pense par exemple ici aux données de la Sûreté du Québec qui sont responsables de la fermeture des routes. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'intervenants en viabilité hivernale, puis ça pourrait être intéressant d'intégrer tous ces acteurs-là aussi. On pourrait générer de nouvelles alertes aussi. Première alerte à laquelle on a pensé, c'est que ça arrive que Météo Média, Environnement Canada se trompent dans leurs prévisions. Je crois qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Puis, ça pourrait être très intéressant de savoir qu'ils annoncent finalement 20 cm de neige plutôt que les 5 annoncés le matin, par exemple. Ensuite, ça pourrait être intéressant de savoir si l'opérateur fait une intervention différente que celle qui a été prévue par le système. Ensuite, on pourrait générer de nouveaux rapports avec notre preuve de concept. Le premier, ça serait de savoir exactement où il y a des alertes qui sont générées, puis créer une espèce de zone de chaleur après plusieurs saisons à récolter ces données-là pour voir la vulnérabilité du réseau. Avec cette information-là, on passerait, tantôt je vous avais dit qu'on était dans un tableau de bord opérationnel tactique, on pourrait passer avec cette fonctionnalité-là d'un tableau de bord opérationnel tactique à tactique stratégique. Parce que là, avec cette zone de chaleur-là, les gestionnaires ONTQ pourraient voir où sont les problèmes sur le réseau et au lieu de les corriger au moment où les problèmes surviennent, ils pourraient prévenir ces problèmes-là. Et je voudrais conclure avec le fait que notre tableau de bord, bien qu'il est en situation de viabilité hivernale, on pourrait utiliser la même méthodologie à laquelle on a procédé pour d'autres situations de crise géospatiale. Je pense par exemple à des inondations ou même à la gestion des vents et marées. Sur ça, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Maintenant, si vous avez des questions, des commentaires, c'est moi qui vous écoute. Merci beaucoup. On aurait le temps pour quelques questions. Moi, j'en aurais une. Est-ce que vous avez entrevu des perspectives de mise en production de ce tableau de bord-là chez un des organismes avec lequel vous avez travaillé? Comme j'ai dit tantôt, c'est un projet de recherche et développement. C'est un projet qui est en ce moment échelonné sur